Big Sur est un roman écrit par Jack Kerouac qui était écrit 3-4 ans après On the Road. C'est un roman qui est très différent en style de On the Road. On the Road est dans un genre de style existentialiste assez dense mais concentré. Et Kerouac était quelqu'un avant tout qui voulait être un grand écrivain. Toute sa vie, c'était la chose qui l'intéressait le plus. Il passait des nuits entières à écrire sur un rouleau de papier, inspiré par l'improvisation, la spontanéité, le jazz, toutes les influences de son époque. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup sacrifié sur le côté alcool et drogue, comme beaucoup de cette génération Beat Generation. Hein. Et on a amené un témoignage en même temps. Oui, bien sûr. C'était, je pense, on a dit c'était the Beat Generation. Beat en anglais, ça veut dire battu. Hein. Et c'était la génération de jeunes qui avaient 20-25 ans pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui s'est retrouvée à la fin de la guerre avec aucune envie de suivre cet état tranquille dont proposait Eisenhower avec acheter la voiture, un crédit sur la maison, etc. Acheter 2 enfants. Voilà, et ils étaient vraiment... ça incluait William Burroughs et Allen Ginsberg et plein d'autres. Et donc ils étaient vraiment influencés spirituellement, intellectuellement, dans la découverte, dans la recherche de la vie. Bien sûr, ça vient à un prix, tout ça. Et Kerouac était vraiment le seul à cette époque qui est devenu très célèbre avec On the Road. Et il est devenu tellement célèbre qu'à un certain moment, il s'est retrouvé en train de forcer de vivre le mythe qu'il a créé. Et Big Sur commence avec justement cette réalisation que il est en train de vivre cette image de lui-même qui n'en peut plus de qui il est, de sa vie. Il était enchaîné à ce qu'il avait créé. Voilà, comme beaucoup d'écrivains, comme beaucoup d'artistes, comme Hendrix, comme Hemingway, comme plein d'autres. Hein. Et donc le livre est encore un voyage, comme beaucoup de ses livres. C'est très autobiographique, avec les mêmes personnages. Peut-être les noms sont changés dans celui-là. Et on découvre un Kerouac qui a besoin de retourner en Californie. Il ne sait pas pourquoi. Il est proposé un cabine dans un endroit qui s'appelle Big Sur. Big Sur, on doit dire, surtout pour les Californiens, est un endroit très mythique. C'est là où le paradis a été retrouvé par ces pionniers qui ont traversé pendant les 1800 les États-Unis, un endroit de falaises, de séquoias, de mer très 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 violente, où tout d'un coup on réalise la futilité de ce rêve américain, du rêve humain même. Donc, quand Kerouac vient à Big Sur, il découvre très vite que son envie du calme ne dure pas très longtemps et il se retrouve à ressortir avec ses amis à San Francisco. Et dans le livre, on découvre qu'il est vraiment victime de son propre alcoolisme et qu'il décide à la fin de faire un lent suicide avec cet alcoolisme. Et aussi, la chose, il me semble, la plus importante, c'est que Big Sur, en contraste, comme je dis, avec l'écriture de On the Road, est une écriture très inspirée, qui ressemble beaucoup et qui était influencée beaucoup par Thomas Wolfe, un écrivain américain du début du XXe siècle, très important pour les Américains. Et aussi, il était très influencé par Proust. Et c'est-à-dire qu'il avait dans Big Sur, et c'était vraiment une des premières fois qu'on voyait ça, à part Thomas Wolfe, des paragraphes de 3 pages avec 2 phrases qui étaient vraiment des stream of consciousness. Témoignage de l'inconscient. Oui, mais ce que faisait Proust avec la recherche du temps perdu.
Et donc il a emmené ça justement avec un rythme à la jazz, avec quelque chose de très moderne. Et donc je pense que Big Sur est important car c'est une œuvre de littérature américaine qui confirme le talent de Kerouac. Ça va ça? Oui, oui. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette adaptation de Kerouac? Qu'est-ce qui vous a... Bon, d'abord, c'est... le fait que ce soit Kerouac ou... Bah non, c'est-à-dire que Kerouac, pour moi, m'a influencé depuis que je suis teenager. Je pense que pour ma génération, donc moi je suis né en 60, les gens qui ont vécu les années 70, Kerouac faisait beaucoup de sens à cette époque-là. On était contre l'autorité à cause de la guerre de Vietnam, où tout d'un coup, cet monde dont Eisenhower avait introduit avait déjà vécu un petit peu sa tragédie et qu'il y avait peut-être une autre choix à prendre que cette vie tranquille, capitaliste, etc. Et donc... la recherche d'une autre vérité. J'ai perdu mon truc. Ah, donc pour moi, Kerouac était très important. J'ai décidé de devenir acteur, j'ai quitté les États-Unis, j'ai vécu un petit peu la moralité à la Kerouac. Quand j'ai fait Le Grand Bleu, au lieu d'aller aux États-Unis et peut-être suivre un truc américain, j'avais plus envie de suivre mon cœur et découvrir quelqu'un comme Lars von Trier, où tout d'un coup on était dans un recherche. Moi je suis rentré dans le cinéma pour l'amour du cinéma. La célébrité, les trucs comme ça, c'était pas vraiment mon truc. Et donc j'ai eu cette chance. Et donc quand on m'a proposé le rôle, déjà, il faut dire que c'était mon premier rôle américain en 30 ans. Que depuis Le Grand Bleu, on me prend pour un Français là-bas, et donc quand on m'offrait des choses, c'était pour jouer un Français, et moi je viens de San Diego. Et c'était un peu difficile d'être dans cette dilemme. Donc c'est pour ça que je suis un peu resté en Europe. Et c'était un film indépendant, et donc pas beaucoup d'argent, et je savais que tout d'un coup, étant que c'était un film indépendant, que j'étais sur le rôle, que peut-être j'avais l'occasion de faire quelque chose de vraiment spécial, qu'après 30 ans justement de pas avoir joué un Américain, que j'allais donner mon tout pour le jouer. Et heureusement que j'ai retrouvé un producteur comme Orion Williams, qui est le producteur de Big Sur, et puis Michael Polish, qui ont réuni des gens qui, en tout, de l'équipe jusqu'à l'équipe technique et les acteurs, étaient là pour Kerouac, étaient là pour l'amour de Kerouac. Donc tout le monde était dans ce genre de sacrifice. Et quand tu as cette situation dans un film, tu peux pas avoir mieux, parce que vraiment c'est fait que avec l'émotion. Donc c'était pas difficile de dire oui à ce film, parce que vraiment pour moi Kerouac était important, c'était mon premier rôle américain et c'était un film indépendant. Voilà. Et bien justement, quand Dominique m'avait demandé la carte blanche ici, j'avais dit que j'étais influencé par un film, et c'était un film que j'avais découvert juste un an auparavant et qu'on a montré ici au Festival Cinémonde, qui est The Dogs of New York de Joseph von Sternberg. Et moi j'étais von Sternberg pour moi est un de mes mentors, c'est quelqu'un que je trouve l'idéal pour moi de ce qui est un cinéaste. Et je ne connaissais pas son travail de film muet, donc ce qu'il avait fait avant Morocco ou Shanghai Express et tous les autres films parlants. Et quand j'avais vu ce Dogs of New York, j'étais vraiment impressionné par le côté opératique qu'il proposait dans les images et par le jeu des acteurs. Et je savais que dans le scénario de Big Sur, on allait beaucoup dépendre sur le voix off et la narration du texte actuel du roman, que moi-même je serais dans une position d'acteur film muet. Et donc je voulais être influencé par ce premier rôle que j'avais vu dans The Dogs of New York, un personnage très masculin, très working class, et qui pour moi représentait un petit peu ce que était Jack Kerouac. Jack était un mélange de irlandais, de breton, de cherokee, indien,
Et donc il représentait vraiment ce côté un peu animal aussi de l'homme moderne. Et donc ça, c'était une influence. Mais à part ça, c'était surtout le magie du langage de Kerouac. Moi, j'ai retrouvé, et je ne sais pas si vous avez vu le film, mais quand on voit le film, je pense qu'on a, et ça c'est un des rares films de Kerouac qui le fait, c'est-à-dire que le langage est très présent. On est vraiment en train de témoigner la grandeur de ce que peut être la littérature américaine. Et c'est rare que le cinéma aborde ça aujourd'hui. De Europa à Nymphomaniac, vous avez travaillé 7 fois avec Lars von Trier. Qu'est-ce qui vous séduit dans son travail? Lars, d'abord, travaille dans une atmosphère humaine. On est comme une famille. On ne se prend pas très au sérieux. On travaille de 8h à 5h de l'après-midi, 8h du matin à 5h l'après-midi. Toujours on s'arrête à l'heure. C'est un travail sain. Mais surtout, après le Grand Bleu, qu'on avait tourné en anglais, hein, beaucoup de gens ne savent pas, mais on a tourné le Grand Bleu en anglais. Moi, je suis un Américain français né en Allemagne sur une base américaine. Je suis un Européen plus qu'autre chose. Et quand j'avais fait le Grand Bleu, je me suis retrouvé dans une position de héros français, mais sans culture française. Donc j'étais un peu bloqué par vraiment où je voulais aller. Et quand j'ai rencontré Lars et qu'on était à Copenhague et que je voyais ce scénario de repas qui était sur un moitié américain, moitié français, un film en anglais, mais aussi en allemand, mais surtout en anglais, tout d'un coup je me suis rendu compte que peut-être ma position où j'avais une place dans cette Europe un petit peu moderne, où tout d'un coup sur ce continent, peut-être à cause de la présence américaine, pour la première fois sans barrière de classe, on pouvait parler la même langue. Et donc, tout d'un coup, on pouvait travailler ensemble dans une langue similaire qui n'était pas le nôtre. Hein. Et donc, quand on avait fait Europa, je me suis rendu compte du potentiel de ça, parce que il avait travaillé auparavant, Lars, dans 2 films qui étaient tournés en danois et un petit peu en anglais, mais surtout après, avec Breaking the Waves et les films qui ont suivi après, c'est que on a vu, après la Deuxième Guerre mondiale, qu'il y a eu une génération d'Européens qui n'étaient pas américanisés, mais qui avaient la culture américaine, qui pouvaient parler anglais et qui, tout d'un coup, pouvaient créer un produit qui était bien plus supérieur de ce qui se produisait aux États-Unis. Et donc, pour moi, c'était évident que je devais travailler avec Lars, même dans des petits rôles, ça fait rien. Ce qui est important, c'était l'œuvre qui émanait de cette liberté qui n'était pas sous le poids industriel capitaliste des États-Unis, mais qui avait une possibilité d'être créée dans ce nouveau terrain qui était l'Europe. Et je pense que vraiment c'est un des seuls cinéastes qui existent aujourd'hui, et je pense que c'est à cause de ce pouvoir. Les Américains meurent de travailler avec von Trier parce qu'il a son propre univers qui n'est pas Warner Brothers, qui n'est pas Columbia, qui n'est pas Fox, qui est lui. Et qui maintient encore une tradition saine de ce que était le cinéma. Donc pour moi, Lars, le Grand Bleu m'a permis de rencontrer Lars von Trier, et je pense que ma carrière, elle s'est développée autour de Lars et aussi de mes propres films, dans cette envie de faire du cinéma international en langue anglaise, qui crée peut-être pas un vrai challenge à Hollywood, mais un vrai challenge spirituel et artistique. Avec un mélange de cultures à la fois américaine et européenne. Voilà. Quand on voit un film indépendant, quand il est bon, la fierté que j'ai sentie quand j'ai vu Nymphomaniac, par exemple, par sa subversité, par son intelligence, par les risques qu'il prenait, tu es rassuré d'être un humain. Pas une machine.
et pas une machine. Bah, c'est pas ça, c'est-à-dire que je suis pas contre les méga blockbusters, je suis pas contre, mais le problème ce n'est que ça maintenant. Et il y a il y a plus de moralité. On définit un film par combien de fric il a coûté et combien il a fait. Et chaque semaine, c'est un nouveau gimmick. Et on se retrouve dans le même cinéma en train de regarder le même film avec les mêmes thèmes. Et on se dit, mais j'en ai marre d'être diverti. C'est-à-dire que la diversion, pour moi, ne veut plus rien dire. On est dans un monde, à cause de l'Internet, où on découvre qu'on n'était que formé par l'indoctrination de chaque pays et qu'on n'est pas très intelligent et qu'on n'a pas évolué de grand-chose, et c'était parce que la formation a été très très contrôlée et que justement le cinéma indépendant donne un moyen justement peut-être de s'illuminer sur des autres parties de la vie dont on a eu les yeux fermés à cause de notre société. Et en ce moment, peut-être on est en train de perdre parce que le cinéma, l'industrie du cinéma voit qu'il est en train de perdre le pouvoir et qu'il devient totalitaire pour exister. Et que justement, les films indépendants, dans cette ambiance totalitaire, a du grand mal à exister, et que à cause de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, où justement des gens qui sont dans le cinéma indépendants ne travaillent plus et qui sont devenus des gens pauvres, ça devient de plus en plus difficile, donc on essaie de survivre. Moi j'ai de la chance, hein. Moi je suis middle class American, j'ai une belle maison en Californie, moi je peux prendre ce sacrifice, mais il y en a beaucoup d'autres qui n'ont pas cette chance. Hein. Ils sont obligés d'accepter quelque chose de plus commercial pour pouvoir... Il y a des gens qui n'ont pas le choix. Hein, y a des gens qui ont une famille, qui ont des responsabilités et qui tout d'un coup ne peuvent pas être dans cette système de valeurs. Moi, je suis pas. Moi, j'ai pas de famille, je suis pas marié, et donc je peux me permettre un petit peu de suivre mon cœur, d'ouvrir ma gueule, mais aussi de bah oui, mais ça vient à un prix. Et je suis très fier d'être ici et d'être là en train de montrer un film qui pour moi est un très très beau film et qui va être ignoré à cause du système, à cause de tout. Mais que je sais, un jour, quelqu'un va m'arrêter dans la rue. Ils m'ont dit, j'étais dans un hôtel l'autre soir et il y avait Big Sur et putain, je connaissais pas Kerouac. Ou tout d'un coup, tu as allumé la mèche qui était le début pour quelqu'un. Et c'est tout ce que tu peux demander dans la vie. Merci Jean-Marc. Ok.